Un jeune dauphin travaille. Il cotise chaque mois. Il finance une retraite qu'il ne verra peut-être jamais. En face, un dauphin plus âgé touche sa pension. Il a cotisé toute sa vie. Le système fonctionne. Mais une question dérange. Qui paiera vraiment demain? Pour comprendre la tension autour des retraites, il faut d'abord comprendre le mécanisme. En France, le système repose sur un principe simple, la répartition. Cela signifie que les actifs d'aujourd'hui financent directement les retraités d'aujourd'hui. Chaque mois, une partie du salaire des travailleurs est prélevée sous forme de cotisation sociale. Et cet argent ne s'accumule pas sur un compte personnel, à votre nom. Il circule immédiatement. Il est redistribué maintenant. C'est un point souvent mal compris. Beaucoup de personnes pensent qu'elles cotisent pour elles-mêmes. En réalité, elles cotisent pour le système. On peut imaginer une grande caisse commune. Les actifs y versent une contribution, les retraités en reçoivent une pension. Et le flux ne s'arrête jamais. Ce qui entre aujourd'hui sert à payer aujourd'hui. Contrairement à un système par capitalisation, où chacun accumule un capital personnel pour sa propre retraite, la répartition repose sur une solidarité immédiate. Votre retraite future ne dépend pas d'un capital que vous possédez déjà. Elle dépendra surtout de la capacité de la génération active, à ce moment-là, à financer le système. Pourquoi ce modèle a-t-il été adopté? Parce qu'au moment de sa création, il semblait logique. Après la Seconde Guerre mondiale, la population était plus jeune. Il y avait beaucoup d'actifs et relativement peu de retraités. L'équation paraissait confortable, presque naturelle. Mais au-delà des chiffres, le système repose surtout sur une idée. Impact entre générations. Vous financez les retraités aujourd'hui en échange de la promesse implicite que la génération suivante financera la vôtre. C'est une chaîne de confiance. Tant que la population active reste suffisamment nombreuse, l'équilibre tient. Mais si la base de la pyramide commence à se rétrécir, l'équation change. Et c'est à ce moment précis que la question devient plus délicate. Maintenant que le mécanisme est clair, il faut observer ce qui a changé. Le système par répartition dépend d'un équilibre précis, un équilibre entre le nombre d'actifs et le nombre de retraités. Tant que cet équilibre reste stable, la pression reste supportable. Les cotisations entrent, les pensions sortent, et le flux semble naturel. Mais lorsque la structure démographique évolue, l'équation change. Depuis plusieurs décennies, deux phénomènes majeurs se produisent simultanément. Le premier, c'est la baisse du taux de natalité. Les générations qui arrivent sur le marché du travail sont, en moyenne, moins nombreuses que celles qui partent à la retraite. Le second, c'est l'augmentation de l'espérance de vie. Les retraités vivent plus longtemps et perçoivent leur pension pendant une durée plus longue qu'auparavant. Ces deux dynamiques combinées transforment progressivement la pyramide démographique. Pendant une grande partie du XXe siècle, la base de cette pyramide était large. Il y avait beaucoup d'actifs pour relativement peu de retraités. Plusieurs travailleurs finançaient une seule pension. Le système respirait facilement. Aujourd'hui, cette forme évolue. La base se contracte. Le sommet s'élargit. Autrement dit, il y a proportionnellement moins d'actifs pour financer proportionnellement plus de retraités. Ce changement ne provoque pas un effondrement immédiat. Il agit lentement, presque silencieusement, mais il modifie la pression exercée sur le système. Concrètement, cela signifie qu'un nombre plus restreint d'actifs doit financer un nombre plus important de pensions. Chaque actif porte, en moyenne, une part plus importante du financement global, et ces évolutions est purement mécanique. Ce n'est pas une question d'idéologie, ce n'est pas une question morale, c'est une question de rapport numérique. Si le ratio actif/retraité se dégrade, la tension augmente automatiquement. On peut illustrer cela simplement. Imagine qu'il y ait 4 actifs pour financer un retraité. L'effort individuel reste relativement modéré. Mais si ce ratio passe à 2 qualifs pour un retraité, chaque actif doit contribuer davantage pour maintenir le même niveau de pension. Et si le ratio continue à se réduire, la pression devient encore plus visible. C'est là que commencent les arbitrages. Soit on augmente les cotisations, soit on diminue les pensions, soit on retarde l'âge de départ, soit on finance autrement par l'impôt. Mais dans tous les cas, l'équation de départ ne disparaît pas. Elle impose ses contraintes. Il y a aussi un élément souvent sous-estimé, le temps. La démographie évolue sur des décennies.
Les décisions politiques, elles, s'inscrivent sur des mandats de quelques années. Ce décalage crée une tension supplémentaire. On peut ajuster les paramètres, mais on ne peut pas transformer immédiatement la structure d'une génération entière. Et c'est précisément pour cela que le débat revient régulièrement. Non pas parce que le système serait soudainement en crise, mais parce que la trajectoire démographique exerce une pression continue. Il faut aussi comprendre que cette pression ne se voit pas toujours directement dans la vie quotidienne. Elle peut se traduire par des déficits temporaires, par des transferts budgétaires, par des réformes progressives. Mais en arrière-plan, le mécanisme reste le même. Un système par répartition dépend du nombre relatif d'actifs et de retraités. Lorsque cet équilibre se modifie durablement, les choix deviennent inévitables. Et ces choix sont rarement neutres. Ils affectent la perception de justice. Ils affectent la confiance des générations plus jeunes. Ils influencent le sentiment de sécurité des actifs actuels. Car au fond, la question dépasse les chiffres. Elle touche au pacte intergénérationnel lui-même. Si les jeunes générations commencent à douter qu'elles bénéficieront du même système, la confiance s'érode. Et un système fondé sur la solidarité ne peut fonctionner durablement sans confiance. C'est là que la tension devient à la fois économique et sociale. Et lorsque la structure démographique évolue lentement mais sûrement, la question n'est plus de savoir si des ajustements auront lieu, mais comment ils seront répartis. Lorsque l'équilibre démographique se transforme, une question devient inévitable. Que peut-on ajuster? Dans un système par répartition, il n'existe pas une infinité de solutions. Les paramètres sont connus. Le premier paramètre, c'est le niveau des cotisations. Si le nombre d'actifs diminue relativement au nombre de retraités, on peut augmenter la contribution de chaque actif. Mais cette solution a une limite. Augmenter les cotisations signifie réduire le revenu disponible. Cela affecte le pouvoir d'achat. Cela peut peser sur l'emploi, sur la compétitivité, sur la perception d'équité. Ce choix n'est donc pas neutre. Le deuxième paramètre, c'est le niveau des pensions. On peut décider de ralentir leur progression, de modifier les règles de calcul ou de réduire certains avantages. Mais là encore, la décision est sensible, parce que les retraités ne sont pas une catégorie abstraite. Ce sont des individus qui ont cotisé toute leur vie en anticipant un certain niveau de revenus. Modifier cette trajectoire peut fragiliser la confiance. Le troisième paramètre, c'est l'âge de départ à la retraite. En repoussant l'âge légal, on augmente mécaniquement le nombre d'actifs et on réduit temporairement le nombre de retraités. L'effet est double. Mais cette mesure soulève des questions sociales. Toutes les professions ne sont pas égales face à l'allongement de la carrière. Toutes les trajectoires ne sont pas comparables. Et l'acceptabilité dépend fortement du contexte économique et social. Il existe aussi des solutions hybrides. Par exemple, encourager l'emploi des seniors ou améliorer le taux d'activité global. Car si davantage de personnes travaillent, le nombre d'actifs augmente. Mais ces leviers dépendent eux-mêmes de facteurs structurels: croissance économique, formation, conditions du marché du travail. Ce qui est essentiel à comprendre, c'est qu'aucune option ne supprime la contrainte démographique. Chaque option redistribue l'effort, entre générations, entre catégories sociales, entre périodes de la vie. Le débat n'est donc pas simplement technique, il est profondément distributif. Qui porte l'ajustement? À quel moment? Et dans quelle proportion? C'est ici que la notion de justice entre en jeu. Un système par répartition repose sur la solidarité. Mais la solidarité suppose que l'effort soit perçu comme légitime. Si une génération a le sentiment de contribuer davantage sans bénéficier des mêmes garanties, la tension augmente. Si une autre génération perçoit une remise en cause brutale de ses droits, la confiance s'érode également. Finalement, la question n'est peut-être pas de savoir si le système est injuste. La question est de savoir s'il est confronté à une transformation structurelle qu'il n'avait pas anticipée. Un système conçu dans un contexte démographique favorable doit aujourd'hui s'adapter à un contexte différent. Cela ne signifie pas qu'il est condamné. Cela signifie qu'il doit évoluer. Et c'est peut-être là le point le plus important. Le débat sur les retraites n'est pas seulement un débat budgétaire.
C'est un débat sur la manière dont une société organise la solidarité dans le temps, entre ceux qui travaillent aujourd'hui et ceux qui ont travaillé hier, entre la confiance héritée du passé et les contraintes du futur. La question n'est donc pas simplement qui paiera, mais plutôt comment maintenir un pacte intergénérationnel dans un monde où l'équilibre démographique se transforme. Peut-être que le véritable enjeu n'est pas de désigner une génération responsable. Peut-être que l'enjeu est d'accepter que la structure démographique évolue. Un système fondé sur la solidarité doit s'adapter lorsque son environnement change. La question n'est donc pas simplement économique, elle est collective. Comment répartir l'effort de manière perçue comme légitime? Comment préserver la confiance entre générations? Et surtout, comment maintenir un pacte intergénérationnel dans un monde où l'équilibre n'est plus celui d'hier? Comprendre la fragilité du système, c'est une chose. Mais comprendre d'où vient cette tension, c'en est une autre. Dans la prochaine vidéo, on analyse le rôle réel de la génération des boomers, pas en termes moraux, en termes structurels.